Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau Twitch de la Garde de Nuit, la communauté francophone des fans du Trône de Fer et de George R. R. Martin. Aujourd'hui, on parle lecture. En fait, vous êtes sur un nouvel épisode des manuscrits de Mess Raymond, notre club de lecture mensuel. Et nous parlerons donc littérature de l'imaginaire et plus précisément du premier tome des Sœurs Carmine. Je suis Nymphadora et je suis avec Yoda. Bonsoir à toutes et tous. Et avec John. Salut. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va déjà vous annoncer le thème de notre prochain Maître Aemon. Donc, dans un mois, on va lire un nouveau bouquin. Et Yoda va tout vous dire sur ce bouquin et sur la date. Oui. Alors, le mois prochain, on va lire Meute de Karine Renberg. Enfin, on va vous parler de Meute de Karine Renberg. C'est un livre d'urban fantasy. Et c'est un livre dont je ne vais pas trop vous raconter le résumé pour pas vous spoiler de quoi il va s'agir exactement. Mais je pense que rien qu'à voir la couverture et à voir le titre, vous pouvez vous en douter un petit peu, il va y avoir des loups-garous. Donc c'est prévu qu'on vous en parle le 13 octobre prochain à 21h en compagnie de Nymphadora, mais aussi avec une nouvelle personne qui va nous rejoindre, c'est Corandar, qui va remplacer John et qui sera présent pour cette émission avec moi en troisième personne. Donc si vous avez lu ce livre ou si vous ne l'avez pas encore lu mais que vous comptez le lire, ou si vous voulez nous en entendre parler au moins dans la première partie sans spoil, c'est donc jeudi 13 octobre à 21h. Ça va être trop cool. Et du coup, on avait une autre mini-annonce, parce que je ne sais pas si vous avez été voir sur le forum, mais 2 membres du site ont lancé un petit challenge pour le mois d'Halloween. Ils ont lancé un challenge Mois de l'horreur du 26 septembre au 6 novembre. Et l'idée, c'est de se challenger et de frissonner tous ensemble. En fait, ils nous ont proposé un super menu avec du coup plein de petites catégories à remplir pour valider notre challenge. Du coup, typiquement, il y a un menu les 1000 visages de l'horreur où on va lire de l'horreur gothique, de l'horreur qui mêlée à la science-fiction, de l'horreur psychologique, des histoires de monstres. D'ailleurs, les histoires de monstres, je suis sûre que Meute, on doit pouvoir le caser là-dedans. Oui, on va pouvoir valider un point. Bon, il y a des contes et légendes horrifiques, il y a horreur et société. On va parler maître de l'horreur avec Lovecraft, avec King. On va parler aussi de romans graphiques. On peut aussi lire des nouvelles. Enfin voilà, donc il y a tout un super programme que je vous mets dans le chat. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le forum pour participer au challenge. Vous verrez que je pense que ça fera super plaisir aux gens qui ont organisé ça, qui se sont craqués. Ils nous ont fait un super joli visuel et tout, ça va être trop bien. Et en plus, ils ont aussi vachement bien fait les choses parce qu'ils nous ont aussi proposé des titres pour chacune des catégories. Ils nous ont mis des idées de lecture que eux ont aimées. Donc voilà, du coup, merci à Melt et à Quentin parce qu'ils ont fait un super boulot et c'est trop classe. Donc voilà, n'hésitez pas à venir sur le forum pour vous challenger et frissonner avec nous. Et puis d'ailleurs, n'hésitez pas non plus à venir sur le forum pour le reste de l'année parce qu'on a aussi un challenge sur toute l'année qui du coup pareil, c'est aussi la logique, c'est aussi des petits items à valider sur vos lectures en validant plein de menus. Et là, c'est des menus qui tournent autour de plein de trucs du Trône de Fer et il y a plein d'items que vous pouvez valider avec vos lectures et c'est assez marrant. Comme ça permet de discuter littérature de l'imaginaire tous ensemble et de lire tous ensemble et c'est trop cool. Voilà. Et vu qu'on aime lire et que on a toujours des trucs à vous recommander, c'est l'heure de nos recommandations.
Tadadam. John, ce mois-ci, tu nous recommandes quoi? Ouais, alors moi ce mois-ci, je vous recommande Chromatopia de Betty Piccioli. Donc vu qu'on est là sur les sœurs Carmine, donc thème un peu jeunesse, j'ai pris un livre pareil qui est plutôt jeunesse. Betty Piccioli, donc j'espère qu'on dit comme ça, qui d'ailleurs a été annoncée il y a quelques jours comme la nouvelle directrice littéraire du Festival de l'Ouest Hurlant. Donc voilà, je place ça au passage. Chromatopia, c'est un livre qui est... le pitch, en gros, c'est dans une société, une espèce de cité-État qui est hiérarchisée par castes qui correspondent à des couleurs, donc, qu'ils appellent les nuances. Tout en haut de la ville, on voit un peu là, je vais le montrer sur mon écran n'importe quoi. On voit un peu sur la couverture, mais en gros tout en haut de la ville, c'est la nuance pourpre qui correspond à la royauté, enfin à la famille royale. Après, vous avez les rouges, c'est les nobles, les oranges, c'est le clergé, les jaunes, les artisans, les verts, en gros les paysans agriculteurs, et les bleus, les rebuts de la société globalement. Donc tu as toute la société qui est vraiment très très hiérarchisée comme ça, avec des murailles entre chaque truc. On reconnaît les gens à la couleur de leurs vêtements et même au sein d'une nuance sur la qualité de leurs vêtements, etc. Et on va suivre trois personnages, dont l'un qui est à peu près le personnage principal, même si ça se débat, mais qui en tout cas, dans la plupart des pitchs et des synopsis, est celui qui est le plus mis en avant. C'est un teinturier donc de la nuance jaune qui devient aveugle aux couleurs. Et donc, d'une part, bah, lui, pour faire son métier, c'est plus compliqué parce que teinturier, quand on voit pas les couleurs, c'est pas facile. Et en plus, ça va le faire remettre en question potentiellement cette société basée sur les couleurs. En gros, la question, c'est un peu... enfin, l'allégorie, en tout cas, c'est si tu vois plus les couleurs, est-ce que du coup, t'es moins impacté par cette hiérarchisation en caste, etc. Je vais pas m'étendre trop dessus, c'est très agréable à lire. Le style est ultra fluide, ça se lit vraiment super facilement. C'est pas très long, c'est vraiment... voilà, je pense que d'un point de vue jeunesse, en tout cas, c'est très bien pour des jeunes. Pour des adultes qui aiment lire de la jeunesse, c'est très bien aussi. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a beaucoup de... Enfin, il y a un message, il y a vraiment un message derrière qui n'est pas non plus amené gros sabots, etc. Donc ça reste distillé via l'histoire de manière à peu près subtile et voilà. Et c'était très bien, globalement. J'avoue que j'adore la couverture. Donc déjà, ça fait envie. Il y a Robustia qui est sorti cette année aussi, de la même autrice, qui se passe après Chromatopia. Ouais, dans une autre ville, a priori. Oui, c'est dans une autre ville. Ça peut plus ou moins se lire indépendamment, mais si vous comptez lire Chromatopia, ne lisez pas Robustia avant, par contre, parce que sinon vous allez tout vous faire spoiler. C'est nul, ils auraient pu prévenir avant. Toujours ça, toujours les livres, oui, ça se lit indépendamment, machin, mais en fait, ça se lit indépendamment, en fait, j'ai fini par comprendre, ça se lit indépendamment, ça veut dire tu peux lire le deuxième sans avoir lu le premier, mais par contre, si tu veux lire les deux, il faut quand même les lire dans l'ordre, parce que ça marche pas sinon. Ouais. Et toi, du coup, Yoda, tu nous recommandes quoi? Moi, ça va être Un long voyage de Claire Duvivier. C'est un livre dont beaucoup de personnes ont déjà parlé sur le forum, mais que j'ai lu que le mois dernier, donc c'est mon moment d'en parler. C'est un livre dans lequel on suit un personnage tout au long de sa vie, qui s'appelle Elias en fait, et qui est abandonné par son village et plus ou moins recueilli en fait par une délégation de l'Empire qui est installée sur l'île dans laquelle il vit. Donc il va commencer par s'intégrer dans cette petite communauté, et puis quand le responsable en fait de l'Empire sur place va changer et il va être remplacé par Malvine, une jeune femme en fait. Au moment où celle-ci va quitter l'île, elle va partir avec lui, et donc il va leur arriver des aventures qui vont suivre.
qu'on va suivre tout au long. Voilà. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé pour le coup, parce que on suit tout du point de vue de Lies, qui est un personnage pas du tout central et qui ne voit ce qui se passe que d'un point de vue très externe en fait à la situation. Alors que Malvin aurait pu être le personnage principal du livre, le fait qu'on se décale vers Lies en fait permet d'être assez extérieur à la situation, d'avoir un point de vue neutre, parce qu'il est quand même assez impliqué dans tout ce qui se passe, hein. On n'est pas non plus la personne qui habite à l'autre bout du continent quand même. Mais c'est beaucoup plus à une hauteur humaine en fait. C'est toute sa vie en fait qui est racontée du début à la fin, sans que ce soit à lui exactement que lui arrivent toutes les aventures. Et j'ai trouvé ça vraiment très chouette, très intéressant. Ça se place dans un univers fantasy, mais vraiment c'est très annexe presque en fait cet univers-là. C'est vraiment l'histoire de toute une vie d'un personnage à un moment clé du continent sur lequel il habite. Et ça m'a beaucoup plu. Moi, je confirme que je l'ai lu il y a quelques temps déjà et je l'ai trop aimé. C'est vraiment un des meilleurs livres que j'ai lu ces derniers temps. Il est extrêmement bien écrit. Et, par Claire Duvivier, qui écrit aussi La Tour de Garde, des volets de La Tour de Garde, on parle aussi beaucoup sur le forum parce que je pense que c'est une saga qui plaît aussi à peu près à tout le monde. Ouais, c'est trop bien La Tour de Garde. Si vous avez l'occasion, vraiment, grosse reco. Lisez La Tour de Garde. Et du coup, du coup, moi, ma recommandation, c'est le premier tome de la saga Mistborn de Brandon Sanderson. Donc, ça s'appelle The Final Empire en anglais. En français, c'est Fils de brume. Alors, je sais pas, l'Empire ultime ou l'Empire final, je ne sais pas. Je l'ai lu en anglais, désolé. Ultime, je dirais, mais je suis pas sûre. Et donc dans ce livre, on va suivre Vin, qui est une jeune voleuse qui a une vie un peu pas très cool, mais qui va rencontrer un certain Kelsier qui est un Mistborn. Un Mistborn, c'est quelqu'un qui a des capacités magiques très spéciales. Alors on me dit dans l'oreillette que c'est l'Empire ultime en français. Donc Fils du brume, l'Empire ultime de Brandon Sanderson. Et donc j'en étais à Kelsier qui est un Mistborn. Donc en fait il contrôle les métaux. En fait chaque métal commun lui donne une aptitude magique quand il l'ingère. Et en fait c'est ce qu'on appelle l'allomancie. Alors normalement certaines personnes de ce monde ont la possibilité, quand ils ingèrent un métal, d'avoir un pouvoir magique, et un Mistborn, lui, il a tous les pouvoirs magiques de tous les métaux, donc c'est assez cool. Du coup, Kelsier, c'est un peu un rebelle, et il va monter un espèce de super plan pour renverser l'empereur avec des voleurs. C'est un peu en mode high story, quoi, en mode casse du siècle. Donc ils vont mettre en place tout un plan pour placer leurs pions chez les nobles, avoir des informations. Puis et alors chacun a donc son pouvoir d'allomancie et va pouvoir participer au plan à sa façon. Et c'est hyper sympa à lire, c'est super divertissant. Le système de magie est vraiment très innovant. On sent que l'auteur il a réfléchi, quoi. C'est carré. Du coup, t'auras pas du Deus ex machina de partout. Enfin, t'en as, mais qui sera expliqué par des nouvelles capacités magiques éventuellement. Mais enfin, on sent que c'est construit, quoi. Un métal va donner une aptitude, mais elle en donnera pas une autre, et tu vas pas pouvoir jouer avec les règles de la physique n'importe comment. Il y a
y a une vraie science derrière la magie. Et ça, c'est assez marrant. Et donc, du coup, le livre se lit tout seul. Franchement, c'est super sympa à lire. Après, j'y ai trouvé quelques défauts sur l'écriture en elle-même, que j'ai trouvé un peu plate. Mais franchement, c'est super divertissant. Et si vous aimez les histoires un peu de cambriolage, de machin, genre un peu type Locke Lamora, mais en moins dark, ça devrait vous plaire. Voilà. J'ai adoré Mistborn. Moi, je suis un grand fan de Sanderson, donc du coup, voilà. Mais c'est vrai que, et je trouve que effectivement, ce que tu dis sur les systèmes de magie, c'est vraiment un peu sa marque de fabrique, c'est qu'à chaque fois, il crée vraiment des systèmes de magie avec des règles vraiment carrées et très développées et qui font toujours un truc intéressant. Il y a Willa qui nous demande si c'est une série de 6. C'est une série Alors de non, c'est 3. une série de 3, c'est une trilogie. En fait, il y a plusieurs trilogies. Il y a une première trilogie, et ensuite il y a une seconde. Alors, c'est même pas une trilogie, il y a un 4e livre qui va sortir là. Et après, il planifie encore de faire une autre ère dans son monde de Mistborn. Donc une autre trilogie, quadrilogie, je ne sais pas. Mais du coup, c'est une première trilogie finie, et après une seconde ère des Mistborn, mais plus tard. Mais en tout cas, le cycle est fini, quoi. Sachant que c'est vaguement connecté aussi à pas mal de ses autres œuvres. Enfin, il y a un espèce d'énorme univers commun avec des liens un peu ténus, mais qui sont marrants à voir. Tu commences à avoir un peu tout lu dans cette espèce d'immense univers qui s'appelle le Cosmere. Et on nous dit même sur le chat deux trilogies à venir. Donc pas qu'une seule, mais 2. Et donc là, J'ai lu Elantris il y a pas mal de temps, et j'avais beaucoup aimé aussi de Sanderson. J'avais trouvé ça très chouette. Pour le coup, c'était assez bouclé comme histoire, mais j'avais beaucoup aimé. Alors moi, pour le coup, j'ai détesté Elantris. C'est vrai. mais du coup, je recommande Mistborn. Voilà. Mais du coup, il est temps de passer au vif de notre sujet, parce que là, on parle, mais à la base, on a lu tous le même livre qui est Les Sœurs Carmine. Du coup, il est temps de parler des Sœurs Carmine. Jean-Jean, tu nous racontes de quoi ça parle ? Ouais, alors Les Sœurs Carmine, donc de Ariel Holzl, qu'on a recommandé déjà des livres de lui, et déjà on savait pas trop comment prononcer, mais donc on s'est dit on va insister, on va continuer à dire Holzl. Donc c'est un premier tome. Je pense qu'aucun de nous trois avons lu la suite encore, mais on va pas spoiler notre avis, mais c'est pas impossible qu'on lise la suite un jour. Donc l'univers, c'est un univers un peu sombre décalé, je dirais, qui fait pas mal penser, moi ça m'a fait pas mal penser à un univers un peu type Tim Burton, avec des vampires, avec des balades dans les cimetières, avec tout un truc très dark, mais avec beaucoup d'humour. Et on suit 3 sœurs, enfin on suit du coup principalement une sœur qui a 2 autres sœurs, donc une de 3 sœurs, qui sont donc les sœurs Carmine. Et donc voilà, pour décrire globalement, on va suivre un truc qui arrive à une de ses sœurs. En gros, il lui arrive un peu des embrouilles. Elles sont toutes les 3 assez bien définies, donc c'est un peu ça part de plus ou moins de clichés, enfin de personnages très archétypaux qui sont après pas mal développés et un peu plus complexes que ça. Mais donc on a la grande sœur qui est la sœur toute belle, qui aime aller au bal, qui aime voilà, séduire, etc. Un peu ce cliché-là. La sœur qu'on suit là sur cette histoire qui est la voleuse, monte en l'air, qui va avoir pareil tous les clichés que vous pouvez vouloir autour de ça. On part de là globalement. Et la petite sœur qui est plus jeune et qui est un peu surprotégée par ses 2 sœurs
et qui a d'autres intérêts. Disons qu'on en reparlera probablement d'elle aussi. Et donc en gros voilà, donc c'est très agréable à lire, c'est pareil, ça se lit vraiment tout seul, le style est vraiment très très bien. Je trouve que Ariel Holz, moi c'est le premier truc que je les ai de lui, mais ça m'a vraiment donné envie de lire plein d'autres trucs. Et voilà, c'est en description globale, ça suffit. Qu'est-ce que vous en avez pensé du coup? Si on fait nos avis globaux, alors moi mon avis global, j'ai bien aimé. Je suis pas sur un ultra giga love parce que j'ai quand même vu quelques défauts, plus du point de vue scénario en gros, et sur la caractérisation du personnage. Mais vraiment, c'est super agréable à lire en tout cas. C'est un peu décalé, c'est assez fun, c'est bien écrit, et on se laisse vraiment prendre dans le truc. Nympha. Ah ouais, moi j'ai adoré. Moi, mon smiley, c'est le cœur, 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 cœur. J'ai trop aimé ce livre. Il est, t'as très bien résumé quoi. C'est super agréable à lire, c'est super bien écrit, l'atmosphère elle est géniale. Les personnages elles sont quand même super sympas quoi. Enfin, elles sont toutes très différentes et c'est hyper agréable de les suivre. Et je trouve que c'est très intelligent d'avoir commencé par Mériver, qui est au final peut-être la plus classique, dirons-nous, des trois, la plus banale, même si elle a rien de banal. Celle qui correspond le plus à son archétype en tout cas. Voilà. Et donc, je trouve que c'est super bien d'ouvrir sur Mary. Et vraiment, non, j'ai adoré, quoi. J'étais à fond dedans, c'était trop bien, quoi. J'ai trouvé, mais l'écriture, elle est aux petits oignons, quoi. C'est un plaisir. Ariel Holz, il joue avec les mots, avec la langue, il te fait des petits clins d'œil tout le temps. Il y a plein d'humour, c'est génial quoi. Il y a notamment des petits passages du journal intime de la petite sœur qui s'appelle Dolorine. C'est trop bien, trop bien. Mais ces moments, mais j'étais tellement fan quoi. Vraiment j'ai adoré. Et toi du coup Yoda? Moi, tout pareil, j'ai adoré. Du début à la fin, je me suis régalée. C'est super drôle, c'est c'est mignon, mais pas trop quand même. C'est aussi assez sanglant quand même, mine de rien. L'humour noir, il est magnifique. Et il y a des jeux de mots dans le journal intime de Dolorine, mais c'est à mourir de rire certains passages, quoi. Vraiment. Avec sa petite peluche à laquelle elle parle, mais c'est vraiment hyper drôle, c'est super bien trouvé. Donc je me suis régalée, vraiment. Il y a quand même un scénario, il y en a aussi quand même, et j'ai trouvé fun, amusant, tout ce qu'on veut. En fait, ça sert très bien le propos de cette ville qui nous raconte, quoi. Que finalement, on se régale avec cet humour, et puis il y a cette petite histoire qui arrive au milieu. Moi, j'ai trouvé ça super drôle, et vraiment... Chapeau, je me suis régalée, ça m'a vraiment donné envie de lire la suite. Comme me dit Willa aussi dans le chat, c'est vrai que c'est assez provoque pour une petite jeunesse quand même. Des fois, il y a des passages, je me suis dit, à quel âge en fait ça peut vraiment s'adapter le livre? J'ai eu du mal pour le coup à situer à quel âge ça pouvait correspondre, parce que il y a des persos plutôt jeunes quand même, avec une aventure un peu fun, amusante, c'est drôle. Ah, il y a quand même pas mal de personnages morts aussi, quand même. Bah, c'est ça, il y a quand même des aventures dans des cimetières. En vrai, l'histoire de Monsieur Nix, donc la poupée de Dolorine, c'est hyper dark. C'est super glauque. Il y a des moments, mais il y a des trucs c'est super chaud en fait. Et je pense qu'en fait, quand tu le lis, quand t'es jeune, il y a plein de trucs qui te passent à 15 000 en fait, à mon avis. Donc et en plus de ça, je pense que la langue est peut-être un peu compliquée si tu le lis trop tôt, parce que mine de rien, ça reste du langage assez soutenu.
Mais du coup, je crois que je fréquente pas suffisamment d'enfants et d'adolescents pour savoir à quel âge exactement je recommanderais ce livre. Mais je pense que c'est un livre jeunesse pour adultes, quoi. C'est un livre jeunesse qui apporte des petits bonbons aux adultes qui le lisent aussi. C'est peut-être plus young adulte aussi que jeunesse. Voilà, j'aurais du mal à le recommander à mes neveux-nièces qui ont 10 ans. Plus au-dessus, quoi. Après, Maxime dit sur le chat, la mort est quand même très dédramatisée. Et sur le 4e de couverture, a priori, ils disent à partir de 15 ans. Willa confirme que c'est plutôt lu et aimé dans sa bibliothèque à partir de 15-16 ans, en gros. Mais du coup, ouais, je pense que avant, à mon avis, de toute façon, en termes de langue, ça doit être difficile aussi parce que, mine de rien, je pense qu'il y a plein de petites allusions qui sont dures à capter, quoi. Ouais, je pense que plus jeunes, ils doivent peut-être comprendre l'histoire, mais pas comprendre tous les sous-entendus qu'il y a dans cette histoire. Ça dépend probablement aussi après de l'habitude qu'ils ont de lire, Bon, comme tout, en fait. De toute façon, il y a pas. Je pense que pour des livres, la littérature, il n'y a pas vraiment de règles sur les âges. Ça dépend vachement des habitudes, etc. Mais en tout cas, c'est un livre validé par les adultes Ouais. et par nous. Clair. Et du coup, alors, est-ce que, pour vous, quel est le point fort du bouquin? Sans spoiler, en quelques mots. Parce que là, on n'est pas encore passé dans la partie spoil. On vous préviendra quand on passe en spoil. On n'a pas du tout parlé de l'histoire encore, de toute façon. Voilà. Et pour moi, c'est pas une coïncidence, c'est que pour moi, le point fort, c'est un peu ce qu'on disait, c'est vraiment le style et l'univers, quoi. C'est comme on dit depuis tout à l'heure, le style est vraiment super agréable et l'univers est vraiment très intéressant et très intriguant. Et donc ça, c'est vraiment les points forts. Après, si j'enchaîne sur mon point faible, du coup, tout de suite, je monopolise la parole. Je dirais que pour le coup, le point faible, en tout cas dans ce tome-là, c'est peut-être le scénario, justement. C'est que, en fait, j'ai un peu eu l'impression, alors a posteriori, pendant que je lisais, ça m'a pas dérangé, mais a posteriori, j'ai un peu eu l'impression que c'était un peu un prétexte pour présenter son univers et ses personnages. Les personnages sont super aussi, mais que voilà, on était un peu dans un tome où on nous présente l'univers, on nous présente les personnages, on se balade dans cette ville qui est intéressante et décalée et très burtonienne, etc. Et voilà, donc voilà, ça c'est mon point fort et mon point faible. Et toi, Yoda, du coup, point fort, point faible. Point faible, en fait, j'ai vraiment aimé. Peut-être Istabelle qui m'a un peu agacée par moment, mais bon, vraiment, c'est vraiment histoire de trouver un point faible, parce que je trouve que pour le coup, son personnage montre aussi quand même pas mal ses faiblesses à certains moments, et ça rattrape pas mal l'agacement qu'on peut avoir pour elle. Donc c'est vraiment histoire de chipoter. Par contre, moi j'ai adoré l'univers, l'humour, un vrai régal, quoi. Voilà, je le disais au début, c'est court en plus comme livre, et dans aussi peu de pages, il a réussi à faire quelque chose qui tient parfaitement debout, mais dans lequel en plus on rigole et on se demande comment ça va se finir. C'est parfait, quoi. Il y a à un moment donné un petit peu tout un petit tour de ville, où on découvre d'autres quartiers, et j'ai trouvé ça super intéressant de voir un petit peu aussi les autres quartiers de la ville, qui c'est qui habitait, les choses comme ça, et ça m'a beaucoup plu. C'est vraiment une ville que j'ai aimé découvrir, dans laquelle j'aurais pu passer beaucoup plus de temps, quoi. Ouais, pareil, hein. C'est vraiment. C'est un petit peu ce qu'ils disent d'ailleurs dans le chat. Oui, là, Maxime, pareil, quoi, voilà, ils voulaient se balader dans la ville, ça leur aurait beaucoup plu à eux aussi. Ah ouais, mais c'est hyper inventif. Et c'est génial parce que vraiment, chaque quartier de la ville a
son odeur, sa présence, enfin, tu y es, quoi. Tu te bats dedans et c'est super, super inventif. C'est plein de petites trouvailles. Après, moi, vraiment, le point fort, pour moi, c'est la plume, quoi. Elle est mordante, elle est excellente. Enfin, c'est tellement drôle, tellement plein d'humour noir, c'est génial, c'est vraiment brillamment écrit. Et après, ouais, non, ben, comme point faible, vraiment, j'en ai pas, quoi. Même l'histoire, je l'ai kiffé aussi. Hein, je trouvais ça super sympa, quoi. J'étais dedans du début à la fin, quoi. S'il y a peut-être, allez, un point de faible, c'est une scène de bataille que j'ai trouvée assez difficilement lisible. Déjà, enfin moi de base, j'ai beaucoup de mal à visualiser les batailles, et donc il y a une scène que vraiment c'était le gros bazar, mais en même temps c'était annoncé dès le début parce que l'auteur nous dit les personnages se rappelleront de ce jour-là comme les 15 minutes de gros bazar ou un truc comme ça, ou de gros bordel, je sais plus comment il a écrit, mais voilà. Mais si vous voulez, attends, je me suis noté une phrase au tout début, une citation à lire. Comme ça, vous pourrez vous rendre compte un peu du petit côté humour noir. Alors, la ville en devenait plus sinistre qu'une morgue. Pour ne rien arranger, l'engouement de la reine pour l'Arbor Tragicus, un spécimen affreusement mélancolique de saule pleureur, ajoutait à la morosité générale. Pas étonnant alors que le taux de suicide dans les jardins publics ait fini par pulvériser tous les records, à tel point que les employés royaux ne décrochaient même plus les pendus des arbres. Ils se contentaient de vêtir les cadavres de couleurs vives et d'y épingler des guirlandes de lampions pour leur donner un petit côté festif pendant les pique-niques ou les garden parties. Et pour moi, c'est ça résume tellement bien le bouquin, quoi. C'est tellement dark et drôle, quoi. C'est génial. Je trouve ça... Enfin, voilà, on dit sur le chat qu'ils veulent une attraction Disney sur le thème et une peluche de Monsieur Nix pour Noël. Alors, perso, la peluche Monsieur Nix, c'est un peu... ça fait un peu peur quand même. Mais je serais pas serein. Par contre, l'attraction Disney, j'achète. Et alors surtout, ce que j'achèterais de fou, c'est une mini-série Netflix. Mais pas forcément une mini-série animée en fait. Mon fantasme là, en ayant lu le bouquin, c'est que le studio Fortiche, ceux qui ont fait Arcane, se disent « Oh, ce truc est génial, on va faire une mini-série pour Halloween des Sœurs Carmine. » Mais ce serait tellement bien, pour moi ce serait ce serait parfait, quoi. Voilà. S'il y a quelqu'un chez Netflix qui m'écoute, sérieux, mettez Fortiche sur le coup, vraiment. Hein. Et appelez-moi parce que j'ai plein d'autres idées de super séries à développer. On peut se parler quand vous voulez. Bisous Netflix. Voilà. Et du coup, on peut peut-être passer au spoil et partir sur des scènes qu'on a vraiment particulièrement aimées et les points forts, points faibles, en spoilant un peu plus. C'est l'heure à laquelle on va dire au revoir à ceux qui nous ont écoutés jusque-là sans vouloir être spoilés. Nos milliers de fans. Venez le mois prochain. Venez le mois prochain et puis lisez les Sœurs Carmine si vous l'avez pas déjà lu. Voilà. Et on vous fait plein de bisous si vous nous avez regardé jusque-là. Oui. Et merci. C'est bon, on est entre nous. C'est bon, on est entre nous. Ok. Alors du coup, une scène préférée? Je vais enchaîner sur la tienne parce que moi j'ai beaucoup aimé la scène de bataille à la fin. Justement. Ah oui? Oui. Moi, j'ai trouvé ça super chouette. Alors c'est très confus, c'est fait exprès, mais vraiment je me suis régalée en fait. On comprend pas grand chose à ce qui se passe, mais ce découpage minute par minute, j'ai adoré. En fait, je pouvais m'imaginer la scène qui avance d'une minute et qui se fige en fait. Et on fait le point sur qu'est-ce qui s'est passé. On repart pour une minute. On refige et j'ai trouvé ça super inventif et très très visuel pour le coup. Et moi ça m'a beaucoup plu. Non, mais c'est
c'était vraiment le micro défaut parce qu'il en fallait un, hein, mais C'est pas grave. mais ouais, non, mais c'est trop bien. Mais du coup, ouais, moi, s'il y a une scène que j'ai vraiment aimée, c'est la scène où Mary arrive chez les vampires, où elle est morte d'inquiétude pour sa sœur. Genre, oh là là, qu'est-ce qui arrive à Tristabel? Elle s'est fait enlever, machin. Et elle arrive, et il y a Tristabel qui est en train de bosser tous les vampires en mode, non mais alors, il est où mon bain au sang vierge? Et elle fait péter un câble à tout le monde. Et je l'adore, j'adore. C'est tellement une peste, elle est tellement bien, je l'adore. Et cette scène m'a tellement fait rire, quoi. Ouais, c'était très très drôle ce moment-là. Ou même, enfin pareil aussi, c'est un peu à ce même moment-là où en fait on a le point de vue des vampires qui en peuvent plus de Tristabel Oui. et qui sont à la limite de la tuer eux-mêmes, quoi, parce que elle est infernale. Ils en peuvent plus, ils savent plus quoi faire pour la faire taire, mais non, ils s'en foutent avec Tristabel. Alors que finalement, elle risque fortement de mourir quand même. Non, elle s'en fout. Elle veut être la plus belle pour aller au bal le soir. Et alors, mon bain sang vierge, il arrive, bordel! Et Tristabel, c'est trop mon héroïne. Je suis tellement fan de Tristabel. J'ai vachement aimé Tristabel aussi, vraiment je trouvais super intéressant comme personnage, enfin vraiment attachant, je sais pas si c'est le meilleur terme, mais ouais, toutes ces scènes, toutes ces interactions, elles sont super agréables à lire en fait. C'est à chaque fois c'est un petit moment de plaisir, de petit bitchage, Et Willa qui nous dit qu'il faut vraiment qu'on lise le 2. Et ouais, je pense qu'on a quand même tous prévu de lire le 2. Ouais. Ah ouais, oui, parce que le 2, du coup, c'est celui sur Tristabel et le 3, celui sur Dolorine, c'est ça? Je crois, ouais. C'est ce que j'ai compris. Ça va être tellement magique. Oui. Mais surtout que Tristabel, elle a l'air... Enfin, c'est ça qui est intéressant, parce que c'est vraiment... elle a ces dehors de personnages bitchy, qui pensent que à être belle et à machin, et je trouve qu'on voit quand même bien que derrière, elle est vachement plus que ça. Et moi, ça m'a vachement intrigué, enfin, pendant tout le livre, j'avais juste envie de revoir Tristabel pour en savoir un peu plus sur qu'est-ce qui est caché derrière et que bah, qui elle est en fait et pourquoi elle se donne ces apparences-là. Est-ce que c'est comme ça qu'elle en tire un certain pouvoir? Est-ce que c'est un truc de défense et de protection vu qu'elle s'est retrouvée quand même la sœur aînée avec orpheline dans une ville qui a l'air pas non plus ultra facile tout le temps. Enfin, c'est vraiment un personnage que je trouvais super intéressant, Tristabel. Ouais, mais c'est ça, c'est un personnage super fort et mine de rien, on n'en voit pas souvent des personnages d'héroïnes antipathiques, mais sympathiques quand même. Enfin, c'est une peste qu'on adore détester, mais en même temps, on ne sait jamais trop sur quel pied danser. On ne sait pas si c'est un vernis qu'elle se donne ou si elle est vraiment comme ça. Il y a des moments où tu te dis non mais c'est pas possible, elle peut pas être aussi gratinée que ça. Puis il y a d'autres moments où tu te dis bah, si en fait. Et c'est génial quoi. En fait, moi, elle m'a fait penser à Marie des Aristochats. Marie des Aristochats, c'est mon personnage préféré ever de Disney. C'est pareil, c'est une peste, elle est insupportable, c'est une connasse, mais elle est trop mignonne. Et voilà, et Tristabel, je la visualise avec un gros neurose de Marie. Je l'aime trop. Mais j'ai trouvé qu'elle avait plus de profondeur quand même que Marie, qui est... ça serait peut-être plutôt Marie dans 10 ans, une fois que Oui, Duchesse sera morte et qu'elle aura dû gérer ses deux frères, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Marie qui aura pris un tout petit peu un peu d'âge, quoi. Ouais. Et un peu de grain dans la tête. Parce qu'il y a quand même plein de moments où ouais, tu la vois faire ses trucs et puis tu te dis que derrière, en fait, bah, c'est pour protéger ses sœurs, pour machin, pour... Mais en fait, elle essaie d'arriver à sa fin. Et ce qui est assez bien fait aussi, je trouve, en tout cas dans ce tome-là, c'est comme tu la vois par les yeux de Mériver,
qui elle peut pas la blairer et comprend pas du tout, a pas du tout cette notion de, en fait, derrière, peut-être que bah, c'est pas gratuit, c'est pas toujours gratuit en tout cas, c'est peut-être parfois un peu gratuit, mais pas tout le temps. Euh, Bah du coup, c'est marrant du coup parce que toi en tant que lecteur, tu vois des trucs derrière que le narrateur, la narratrice ne voit pas forcément. C'était vraiment bien fait. Et puis t'as pas l'habitude de voir des personnages des personnages féminins surtout, qui sont aussi sûrs d'eux, quoi. Elle, Ouais. elle ose tout, quoi. C'est vraiment, elle est. Mais c'est cool d'avoir un personnage qui soit aussi sûr d'elle, en fait, Ouais. aussi, quand même. Elle a une forte confiance en elle et ça fait plaisir, quand même, aussi. Bon, c'est pas mon personnage préféré, mais je l'ai quand même aussi beaucoup aimé parce qu'elle a cette confiance en elle qui dit que euh, les trois sœurs sont un peu au niveau zéro quand même de la ville, quoi. Mais elle a envie de s'en sortir, elle a envie d'être plus forte que ça et elle se donne les moyens d'y arriver quand même. Euh, Mm. Elle fait tout pour, elle a une ambition, mais on sent elle fait ce qu'il faut pour y arriver à cette ambition qu'elle a. Ouais, ouais. Ouais, Oui, c'est là, vraiment sur le chat, la elle dit queen, quoi. qu'elle marche elle marche avec ses talons sur Marie pour avoir un bain de sang de vierge. C'est tellement Oh. ça, quoi. Elle a nos limites, cette fille. Elle est géniale. Mais c'est vraiment ouais la confiance en soi quoi. Moi il y a des moments où je visualisais un peu, c'était vraiment ouais la queen qui arrive, genre un mix entre une diva, moi j'ai vu un peu un côté presque un côté drag queen parce que j'ai beaucoup regardé RuPaul ces dernières années et c'est vraiment tu la vois vraiment arriver sur scène en mode The bitch is in the place et c'est bon quoi. Genre allez je suis Tellement, ouais. là, qu'est-ce que vous allez faire quoi? Vous allez rien faire en fait. Non, mais elle est géniale. Mais du coup, est-ce que t'as une scène préférée, toi, Jonjon? Moi, en scène préférée, je m'étais noté, alors j'avais oublié effectivement la scène que tu disais, Nympha, c'était marrant. Sinon, moi, je m'étais noté, bah, ça rejoint un peu la scène de Yoda, mais en plus resserré. Je m'étais mis le moment où la reine arrive et où elle est un peu, elle aussi, en mode bon, allez, c'est fini le bullshit là. Je suis là. Elle fait je sais plus quoi avec ses arbres, elle arrête tout le monde et elle est en mode hop là, les enfants, fini de jouer. Pareil, elle aussi un peu The bitch is in the place, quoi. J'avais du mal à comprendre son pouvoir à la reine en plus, enfin le pouvoir de sa famille du coup au départ. Et en fait, ce que je comprends, en fait, il maîtrise un peu les arbres en fait. C'est rigolo, c'est sympa. Mm. Ouais, du coup, avec toutes les racines qui sortent, et c'est vraiment. Ouais, ça faisait vraiment. En fait, t'as des enfants qui sont en train de se chamailler, et elle arrive et elle dit bah, en fait, moi, voilà, j'ai des racines qui sortent de partout, vous êtes tous immobilisés, vous pouvez rien faire, c'est fini. Maintenant, on repart, voilà. Alors là, j'ai la petite gamine avec moi, elle veut quoi? Ses sœurs, ok, c'est là, c'est ci, c'est ça. Et c'est fini, quoi. Non, et puis en plus, ce qu'il y a de génial, c'est que elle fait en plus un sale coup de pute par derrière, la reine. Du coup, elle a aussi tout. Enfin, elle a manigancé. Enfin, elle a pas vraiment manigancé. On lui a apporté sur un plateau tout un drama, et elle réussit quand même à le tirer à profit et à se venger par la même occasion. Et tout. C'est pareil. En très peu de temps, on l'a pas vu beaucoup, la reine, mais tu te dis ah ouais, elle. Ouais, The Beach is in the place, c'est ça. Et est-ce que vous pensez qu'il y a un truc avec le cactus du coup à la fin? Elle Je laisse un pense. cactus à Dolorine. Et en fait, j'ai pas trop compris l'histoire du cactus, si en fait il allait y avoir quelque chose avec ça ou pas. Je me suis dit, tiens, c'est mystérieux. Et puis finalement, j'avais un peu oublié, et puis ça m'est revenu après en pensant à la reine, justement, et son pouvoir avec les plantes. Je me demandais si ça pouvait donner quelque chose derrière. Mais j'avoue, je sais pas du tout vers quoi ils vont aller, parce que du coup, ça se finit quand même sur un gros cliffhanger avec la mère des sœurs Carmine qui débarque, alors qu'on la croyait morte, avec un bébé en plus, qui est un mec. Scandale. C'est même, il y a un frère Carmine. Et je sais pas, j'étais en mode ah attends, je l'ai pas vu venir celle-là. Et du coup, je vois pas trop enfin, comment ça va se développer derrière, parce que t'as du coup toute l'histoire là de l'héritier au trône, Mary qui a été
emprisonnée. Et bon, en plus, l'héritier du trône qui est un peu en kiff sur elle, alors du coup, tu dis que ça va se poursuivre. Mais du coup, je sais pas, je suis un peu curieuse de ça. Je vois pas très bien qu'est-ce qui va se passer. Pour récupérer l'héritier. Je me souviens plus du tout de cette histoire de cactus, et comme j'ai prêté mon livre... Regarde, il va bien, il est très beau. J'en ai pris bien soin. C'est gentil. Du coup, je me souviens plus du tout de cette histoire de cactus. Hein. Donc, j'ai pas d'avis, mais en plus, je suis très intrigué maintenant. Bah, non, mais c'est juste que la reine, parce que donc c'est Dolorine qui ramène l'homme bleu à la reine et tout, et qui fait interprète avec le fantôme de son ex-mari qu'elle a fait empoisonner et tout machin. Et du coup, pour la remercier, la reine offre un cactus à Dolorine. Voilà, si ça se trouve, c'est rien du tout, ouais. Vraiment rien. Et je me suis monté la tête toute seule sur le cactus. Moi, il y a un autre truc aussi, je me demande, mais d'où sort Monsieur Nyx? Oui. C'est qui Monsieur Nyx, quoi? C'est quoi ce tordu qui est dans une poupée? Et tu sais, c'est genre l'horrible, c'est un peu Zemmour dans une poupée, ce type, quoi. Il est immonde. Et Monsieur Nyx, c'est vraiment la pire personne, quoi. Mais c'était vraiment drôle aussi, ça. Enfin, tous les passages de Dolorine, ils sont pareils. Les passages de Dolorine, ils sont incroyables. Son journal intime, il est incroyable. Et elle a une espèce d'innocence et de naïveté. De genre, oui, alors Monsieur Nyx m'a dit qu'il fallait que j'aille tuer Machine, mais là, ça m'arrangeait pas trop parce que il faisait un peu froid dehors, alors j'ai pas été. Et à chaque fois, t'es genre, oui, alors il y avait d'autres raisons pour pas faire ce qu'il te dit, en fait. Elle est tellement mignonne, Dolorine. Ouais, toute chou, quoi. Mais toute chou, mais alors quand même tellement dérangée, quoi. T'imagines? Elle doit être... Je comprends pas. Enfin, mais comment ses sœurs, elles gardent pas plus un œil sur la gamine, quoi. Puis genre, à un moment, Tristabel, elle lit le journal. Et ça l'inquiète pas plus que ça, quoi, Monsieur Nyx. Genre, elle prend pas Monsieur Nyx, et genre, tu lis ce truc-là, tu te dis, attends, mais je vais prendre Monsieur Nyx et je vais lui arracher la tête, je vais le foutre dans le plomb pour aller le foutre dans la mer, quelque chose, quoi. Ouais. Moi, j'avais un passage, c'était Schrödinger qui me l'avait envoyé, j'avais trouvé ça super drôle. Ça vient du journal intime de Dolorine, c'était l'après-midi, Monsieur Nyx m'a demandé de mettre le feu à toutes les robes de Tristabel. D'après lui, ce sont des tenues de pêcheresse. Moi, je pense qu'il se trompe car je ne l'ai jamais vu aller à la pêche. J'ai refusé. Elle a en plus ce côté super innocent avec le côté super dark de Monsieur Nyx. Mais c'est super drôle, quoi. Donc, d'où vient Monsieur Nyx? D'où il sort, quoi. Et comment est-ce que Dolorine a ce pouvoir de voir les fantômes, etc. Parce que, pour l'instant, en tout cas, Mériver et Tristabel n'ont pas l'air d'avoir de pouvoir particulier. Enfin, Tristabel, on sait pas trop, mais Mériver, non. Et t'as Dolorine qui voit les fantômes, qui parle avec les fantômes et qui est calme avec ça, quoi. C'est vraiment intriguant. Ouais, et en plus de ça, je sais pas si les deux autres le comprennent vraiment, en fait. Non, je pense qu'elles en ont... Au début, tout cas, c'est ce que je me dis aussi. Elles ont pas l'air de trop le capter, mais d'un autre côté, genre, enfin, Tristabel, elle et elle se pose pas. Et pour moi, elle lit, elle se dit, ah, elle a vraiment beaucoup d'imagination, ma petite sœur. Elle se fait des amis imaginaires parce qu'elle est un peu toute seule et voilà, tu vois. Ouais, ça, le coup des amis imaginaires, il me semble même qu'elle le dit clairement à un moment donné, Mériver, qu'elle a des amis imaginaires à qui elle parle. Enfin, ouais, c'est quand même le niveau au-dessus, quoi. Ouais, mais c'est bon, là, il y a eu... Parce que du coup, Tristabel, elle capte quand même le coup de... Comme quoi, c'est l'héritier caché et tout. Comme quoi, enfin, tout le plan autour de la mort du roi, de son... Enfin, tout ça, Tristabel, du coup, elle fait le lien sans se poser de questions, quoi. Après, peut-être qu'entre le tome 1 et la suite, elle aura compris. Là, mine de rien, il y a un timing assez resserré quand même sur
sur le livre, donc. C'est vrai, c'est vrai. Mais pour moi, ça aussi, c'est encore un signe de, pour le coup, d'autant plus sur Mériver, qui est encore une fois un peu à côté de la plaque sur ses sœurs, quoi. Que ce soit donc Tristabel, on l'a dit, mais Dolorine aussi, elle comprend pas du tout. Elle a une espèce d'image de ses sœurs et elle est pas du tout, pas du tout, ouais, elle est complètement à côté de la plaque, quoi, à chaque fois. Mais je trouve ça super bien que du coup, on ait commencé par elle, parce que déjà, elle-même, elle est moins marrante quand même que les deux autres. Et en plus de ça, du coup, on voit les choses à travers son regard. Et du coup, on devine tellement de choses à travers ça que c'est vraiment cool, quoi. Alors que commencer par Tristabel, ouais, j'imagine que quand tu t'intéresses à Tristabel, enfin, j'imagine quand même que ça va tourner vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup autour du nombril de Tristabel, quoi. Donc, c'est difficile d'ouvrir l'univers sur Tristabel, quoi. C'est clair. Ça aurait commencé comme ça, je pense qu'au bout de 5 pages, j'en avais marre et j'arrêtais. Enfin, de Tristabel, quoi. Alors que là, maintenant qu'on la connaît, en fait, qu'on a appris un peu à l'apprécier, qu'en plus on veut savoir la suite de l'histoire, en plus, donc ça doit sûrement beaucoup mieux passer. Bah oui, c'est ça, on veut savoir, et puis on veut les voir elles, quoi. On veut voir les deux sœurs croustillantes, alors que, comme dit Schrödinger sur le chat, on aurait quand même eu vachement moins d'attentes sur Mériver pour un autre tome que pour un tome sur Dolorine. Après, Enfin, ça dépend, parce que peut-être qu'on aurait vu Mériver de façon intrigante aussi, par les yeux de Tristabel ou de Dolorine, et on aurait deviné qu'il y avait d'autres choses en dessous, et peut-être que ça nous aurait intrigué aussi, en fait, potentiellement. Tu vois, si Mériver, on te la présente par les yeux de Tristabel, et qu'on voit juste une espèce de glandu qui est tout le temps à la ramasse et qui est tout le temps en retard avec ses fringues déchirées, et que toi derrière tu comprends qu'en fait c'est parce qu'elle est en train d'affronter des vampires, de récupérer des trucs cachés dans la tour du grand nécromant, et de se balader sur les toits toute la nuit, et que c'est pour ça qu'en fait elle est un peu cernée et qu'elle a un peu l'air fatiguée. Peut-être qu'on se dirait ah ouais, elle a l'air intéressante, Mériver, j'ai envie d'en savoir plus. Ou peut-être ouais. ça aurait, je sais pas, peut-être ça aurait retourné Oui, oui, c'est le truc. possible aussi. D'ailleurs, ça peut être cool de voir Mériver à travers les yeux de Tristabel, en effet. Mm. Ce serait peut-être plus intéressante. En plus, elle est gentille, quoi. Elle est super gentille. Je l'aime bien, Mériver. Elle est quand même super attachée à sa famille aussi, Mm. quoi. Ouais. Oui. Non, Bon, c'est pas ton perso préféré, d'accord. c'est pas mon perso préféré. Je pense que c'est celle, bah bon, c'est celle C'est que qui, j'ai le du moins coup, aimée ton des perso trois. préféré? Bah, franchement, je sais pas. Tristabel et Dolorine, moi j'ai beaucoup aimé les deux, chacune dans leur style. Euh, j'ai pas de préféré. Moi j'ai une pas préférée. Ouais, moi c'est pareil. Enfin, si, moi je crois quand même que c'est Tristabel ma préférée. En plus, elle me rappelle aussi mon chat qui est évidemment une connasse qui juge tout le monde. Enfin, si mon chat était une personne, ce serait clairement Tristabel, quoi. Donc déjà, rien que pour ça. Non, non, mais j'adore Tristabel. Tristabel, c'est ma nouvelle héroïne, quoi. Mais Dolorine, elle est quand même trop bien, donc c'est dur de dire que ma préférée c'est Tristabel et pas Dolorine, parce que Dolorine, elle est quand même géniale. En plus, Monsieur Nix. Mais Bah, Tristabel est peut-être plus. Bah, disons qu'elle est plus âgée, que donc elle a une personnalité plus aboutie peut-être. Dolorine, on l'aime beaucoup, mais plus comme un enfant, je pense que. mm. Et toi, Yoda? Moi, c'est Monsieur Nix. Mais vraiment, je Voilà, me suis régalée sur Monsieur Nix. la fan du psychopathe. C'est trop cool. Là, Alors, je sais pas si cool est vraiment le terme. bon, non, non, en vrai, oui. Il ne faut pas aimer les gens psychopathes dans la vraie vie. Mais j'étais vraiment super intriguée, moi, par cette poupée, de savoir d'où elle sort. Enfin, Mériver qu'il a acheté au marché pour sa sœur, quoi. Mais à part ça, qu'est-ce que c'est Monsieur Nix? D'où il vient? Qu'est-ce que c'est vraiment? Est-ce que c'est une personne morte qui parle à Dolorine? Ou... Voilà. Et son envie de vouloir buter tout le monde, j'ai trouvé ça très très drôle.
Ouais. Qui il était avant? Est-ce que c'était quelqu'un avant et qui il était? Moi, je dirais quelqu'un, mais il y a 500 ans, quoi. Enfin, ça a l'air d'être. Comment il a fait pour atterrir en Non, poupée? mais ça, c'est un papy conservateur, quoi. C'est vraiment un papy libidineux et conservateur. Il pense Ouais. qu'au cul, en plus, quoi. C'est génial. C'est génial dans un bouquin pour enfants, quoi. C'est tellement décalé. C'est trop- Mais jamais je veux un Il a Monsieur tué Nix tout le chez monde, moi, quoi. quoi. C'est horrible. T'imagines cette poupée Et qui te c'est- regarde? C'est très rigolo parce que Ariel Holtz en dédicace à sa peluche de Monsieur Nix quand même. Ouais. Comment il fait pour dormir avec? Enfin, à côté, quoi. C'était parce que elle a l'air très très mignonne de loin. Une fois que t'as lu l'histoire, c'est plus du tout mignon, quoi. Non, c'est. Mais du coup, Willa dit que t'as peur de Pascal, mais pas de Monsieur Mix, et que ça la trouble beaucoup. Alors, je ne sais pas qui est Pascal, mais C'est une bestiole immonde dans un dessin animé, je ne sais plus lequel. Oui, là, Attends, elle le caméléon, ah, dans Réponse. je le trouve pas beau. Mais Monsieur Nix, il doit pas être beaucoup plus beau. On compare Monsieur Nix à Chucky, c'est un peu ça. Je pense que s'il pouvait bouger, il irait tuer les gens dans son sommeil. Mais en plus, je sais pas, est-ce qu'il arrive pas à vraiment à bouger? Parce qu'il y a un moment où Mary, elle perd ses couteaux, et Dolorine a dit, mais c'est Monsieur Nix qui les a volés. Et du coup, est-ce que vraiment il peut bouger? Genre c'est horrible. Je pense que s'il pouvait bouger, elle serait déjà toute morte. Donc, à mon avis, non. Je sais pas. Mais pourquoi est-ce que Dolorine aurait dit qu'il avait récupéré les couteaux de Mary? Mais je sais pas. Est-ce que c'est elle qui lui a récupéré pour lui? Parce que Dolorine, elle est elle est un peu louche aussi dans sa tête, quoi. Enfin, à un moment. Les personnages sont louches dans ce livre. Eh ben, elle a un rapport à la mort assez particulier. Elle voit les morts aussi, les morts aussi, donc ça doit pas non plus aider à être très très équilibré de base quand même. Elle parle aux morts, elle les voit, elle fait passer leur message aux gens qui restent. Donc, Ouais. Ouais, mais du coup, tu vois, genre, les morts, ils lui racontent des histoires horribles et tout. Et, elle s'en fout. Genre, elle, enfin, tu vois, genre, en vrai, l'histoire de l'homme bleu, elle est super glauque, quoi. Le type, il s'est quand même fait assassiner. Et sa meuf, enfin, sous les yeux de sa meuf qui était enceinte et tout, machin. Le genre Dolorine. Ok. elle n'est pas trompée sa femme. Mais je pense que Dolorine, elle comprend pas, en fait, de Oui, toute c'est vrai qu'elle est façon, tellement innocente que. que ce que les gens lui disent. Donc, d'une part, effectivement, comme disait Yoda, elle a un rapport à la mort complètement déconnecté parce qu'en fait, elle voit pas du tout ça comme une fin, vu qu'en fait, bah, les morts, elle les voit, elle continue de leur parler, donc ça change pas grand-chose. Donc, ça aide pas. Et en plus, en fait, souvent, il y a des sous-entendus ou des machins que nous, on comprend par l'histoire qui, elle, lui passe complètement au-dessus. Et ouais, elle conceptualise pas du tout. Je me demande si même juste elle conceptualise pas du tout la méchanceté en fait. Je pense que c'est un concept qui lui est complètement étranger quoi. Ouais, non, elle est complètement innocente. Elle est trop mignonne. Elle est trop chou. Elle est un peu effrayante aussi, en Mais fait. du coup, C'est ouais, ce en fait, mélange elle entre est les deux. Ouais. tellement déconnectée de tout que ça pourrait presque devenir un peu creepy quoi. Ouais. Ah là là. Et du coup, est-ce que vous avez des attentes particulières pour la suite? Ah, moi déjà, alors j'ai pas du tout regardé, mais je m'étais, pardon, je recommence. J'arrivais pas vraiment à me projeter, à savoir si les prochains tomes seraient la suite de cette histoire ou des histoires un peu indépendantes, mais bah qui se passent après, donc avec potentiellement des personnages qui évoluent, etc. Mais c'est vrai qu'au départ, moi en le lisant, je m'étais dit, ok, bah donc là on a l'histoire de Mériver, après on aura
une histoire centrée sur Tristabel, qui sera en fait une autre histoire, etc. Mais du coup, de ce que vous disiez tout à l'heure, et que moi j'ai déjà complètement oublié, évidemment, il y a plus de cliffhanger que ce qui m'avait semblé, et donc peut-être qu'en fait ça va plus continuer directement dans la lignée de ça niveau histoire. Enfin, c'est ça que. Qu'est-ce que vous en pensez Bah, là où on en est, Mary est quand même enfermée parce qu'ils n'ont pas payé leurs taxes. Donc elle est en prison. Donc a priori, il faudra au moins qu'ils réussissent à la sortir de prison, quoi. Et en plus de ça, du coup, il y a leur mère qui a débarqué avec un bébé. Alors moi, j'avoue que j'espère qu'il y aura un truc genre hyper dark autour du bébé, genre c'est un monstre en fait. Enfin, genre les deux sœurs elles vont s'allier pour essayer de tuer le bébé, je sais pas, un truc super glauque, un truc atroce. Mais bon. Et toi Yoda, du coup, tu penses quoi? Moi, il restait. La première fois que je l'ai lu, parce que j'ai relu du coup le livre, mais la première fois, j'avais dans mon esprit que l'histoire était terminée quasiment en fait. Et je me suis dit, bon, bah, c'est terminé, c'est cool, bon, il reste quelques petits trucs en cours, et puis voilà. Et quand je l'ai relu la semaine dernière, je me suis dit, mais c'est pas du tout terminé en fait. Il y a encore plein d'intrigues qui sont pas finies. Il va falloir qu'on règle tout ça. Donc la mère et le bébé, bon, à la limite, ça c'était pas. On peut passer à autre chose derrière, mais j'avais complètement zappé que Tristabel finissait en prison. Je m'en souvenais carrément pas de ce passage-là. Je sais pas, oui, il faut quand même se faire sortir Tristabel de prison, là, parce que là, sinon elle va finir au bagne avec la main coupée. C'est pas pratique. Mais je pense que moi je l'avais vu comme un truc qui pouvait complètement être géré presque en ellipse, et derrière tu reprends plus tard, et elle a été sortie parce que je sais pas, Tristabel a trouvé l'argent, ils ont payé ou j'en sais rien, et que ça soit, ça devient un élément de background avec Tristabel qui utilise ça pour faire des reproches potentiellement à Mériver et lui dire ah mais tu vois je t'ai quand même sorti de prison ou je sais pas quoi, enfin Ouais, c'est possible. Ouais. je dis voilà, moi j'avoue que je m'étais plutôt projeté sur ça, sur voilà une autre histoire, alors évidemment avec des conséquences de la mère est revenue, la reine a potentiellement pris connaissance de l'existence de cette famille, etc. Mais en tout cas, de toute façon, pour moi, l'arc du prince perdu et du machin, voilà, c'est réglé. Alors après, peut-être que le prince, il va continuer à interagir avec elle, à traîner dans les parages. J'avoue que moi, je pense quand même. J'aime bien ce que je dis ça, et à côté on a Willa qui a lu la suite et qui, si ça se trouve, on dit n'importe quoi, et elle est là. Ils sont complètement à côté de la plaque. Euh, mais ouais, voilà. Moi, j'avoue que je me projette plus sur une histoire, un nouvel arc, quoi. Ouais, mais je pense quand même que ce sera, oui, suffisamment indépendant pour. Mais je pense qu'on ne peut pas lire le tome 2 sans avoir lu le tome 1. En tout cas, vous ne pourrez probablement pas lire le tome 1 après avoir lu le tome 2. Pour le coup, au moins, il y a un sous-titre, ça a l'air assez clair que c'est un premier tome. C'est un gros progrès par rapport à tous les autres livres qu'on lit et qui nous font semblant. Willa dit qu'elle se souvient plus assez bien pour pouvoir nous juger. Tant mieux. Merci. Parce que je suis sûre que toi, tu sais qui est Monsieur Nix, en fait. Mais Monsieur Nix. Pendant que nous, on se pose des questions. Est-ce qu'on parle des personnages qu'on a moins aimés ou pas? Moi, j'attends le moment où on va parler de Mériver, mais... Vas-y, enchaîne sur Mériver. Tout mon fiel... Non, tout mon fiel, j'exagère, parce que j'ai quand même bien aimé Mériver, mais j'avoue que pour moi, c'est quand même l'élément le plus faible du livre, que ce soit en termes de... Alors, pas forcément en termes de personnage proprement dit, parce que je pense que le personnage est intéressant, mais en termes de traitement, moi je me souviens que en fait, disons que les deux plus gros défauts que j'avais trouvés au livre, qui sont du coup liés à Mériver, c'est que je trouve que c'est un personnage qui est, mine de rien, très passif pendant toute l'histoire, tout le scénario. Donc bon, déjà j'ai trouvé qu'il n'y avait pas un scénario
ultra développé, mais en plus, c'est ce genre de personnage. Alors, ça dérange pas toujours les gens. Je sais que moi, c'est un truc que j'aime moyen, mais c'est vraiment un personnage à qui l'histoire arrive, quoi. Globalement, il lui arrive des trucs, il lui arrive des trucs, il lui arrive des trucs, et en fait, elle sert pas à grand chose, quoi. Elle fait un peu rien. Et l'autre truc qui m'a gêné, c'est que j'ai trouvé que qu'il y avait une grosse dichotomie entre ce qu'on veut nous faire croire du personnage, la façon dont on nous la présente, ouais, elle est trop balèze, c'est une super voleuse, elle peut tenir debout sur un doigt au bord d'une corniche, la tête en bas pendant des heures et personne va la remarquer. Elle fait des acrobaties de folie, elle est trop forte. Globalement, on nous dit ça. Franchement, le coup de debout sur un doigt, alors c'est pas exactement ça, mais je pense qu'il y a vraiment une scène, un moment où on nous dit pratiquement qu'elle peut faire ça, quoi. Et par contre, quand on la voit dans le livre, bah franchement, elle est pas ouf, quoi. Enfin, j'ai trouvé qu'on la voyait rien faire de formidable et d'incroyable. Les trucs qu'elle essaye un peu de faire, bah, elle loupe un peu, elle se fait avoir. Sa pote, elle n'arrive pas à la gérer, elle se fait avoir aussi. Enfin, globalement, voilà, ça m'a un peu gêné cette différence entre les deux parce que je me suis senti un peu floué. Je me suis dit, mais en fait, moi, on n'arrête pas de me dire que c'est une putain de badass, qu'elle est trop forte. C'est quand est-ce que quand est-ce qu'elle fait des trucs badass? Quand est-ce qu'elle fait des trucs qui nous montrent en fait, qui nous montrent qu'elle est forte? C'est bien joué de nous le dire, mais je trouvais qu'on nous le disait mais qu'on nous le montrait pas. Ouais, après, comme dit Willa sur le chat, elle s'est frottée à beaucoup plus fort qu'elle. Elle s'est retrouvée dans un truc où elle était complètement dépassée, la pauvre fille. Quand elle est aux méchants, à l'espèce de gang de neuneux un peu méchants, là, elle arrive quand même à bien leur tenir tête. Elle arrive à se battre face à eux. Elle a quand même une horde de grosses brutes au cul et elle les sème facilement alors qu'elle est blessée et tout. Tu vois qu'elle a quand même des capacités, quoi. Ouais. Je veux dire ouais, mais en même temps, on nous explique aussi que la première fois qu'elle a voulu faire un cambriolage, elle s'est ratée, quoi. C'est vrai. Et elle a fini en prison. Donc, Bah oui, mais faut apprendre. oui, c'est le métier qui rentre. Bah oui. Mais du coup, voilà, j'ai trouvé que, tu vois, ouais, effectivement, peut-être que là, elle se retrouve contre des gens trop forts, mais du coup, je sais pas, du coup, il aurait fallu qu'il y ait des scènes, tu vois, qu'il y ait quand même des scènes où elle est forte. Je trouve que c'est un peu trop facile de juste nous dire, oui, elle est trop forte, je vous jure, mais juste là, elle est contre des gens encore plus forts, alors ça se voit pas. Bah, Ah, je sais pas, moi j'ai quand même trouvé qu'il y avait des moments où elle était quand même assez dégourdie, quoi. Genre déjà tout le moment de la course poursuite dans dans le moment où ils s'enfuient de chez les vampires pour rentrer chez elle. Alors elle lutte, c'est pas facile, mais n'empêche que elle arrive à toujours s'en sortir avec Tristabel qui est en plus un bon boulet derrière, qui fait absolument pas ce qu'on lui dit de faire et voilà. Mais du coup, toute cette partie là où elle traverse la ville et du coup tous les quartiers différents, c'est hyper rigolo où elle traverse genre où il rencontre la Méduse, où il rencontre tout ça, enfin, tu la vois se balader de toit en toit en étant quand même plutôt dégourdie de son corps et elle a les bons réflexes, quoi. Genre quand elle arrive, elle sent le gaz empoisonné, elle dit oula, on s'en va là, le fameux gaz du bal contre les miséreux, pas pour les miséreux mais contre les miséreux. Le fameux bal où en fait à la fin on tue tout le monde. C'est tellement drôle, c'est tellement méchant, c'est magnifique. En fait, c'est affreux. Vraiment, c'est affreux. Tu te dis, ok, bon, déjà c'est pas cool, mais il tue les rats, les machins, bon, si tu veux, quoi. Non, il tue aussi les gens qui sont dehors. Ok, tout va bien.
son plus gros handicap, c'est aussi ses scrupules dans un monde où les gens sont dépourvus. C'est vrai elle est gentille, quoi. Mais peut-être que du coup le problème c'est pas qu'elle soit un peu nulle, mais du coup c'est qu'elle soit voilà, moi effectivement où il a dit qu'elle se souvient pas qu'elle était survendue, moi j'ai vraiment eu une impression de personnage survendu quoi. Et peut-être que si on avait moins essayé de nous la présenter comme une super badass trop forte, bah, du coup je serais juste dit genre ouais bah elle est un peu nulle, bon bah c'est pas grave, ça arrive, tu vois. Il y a le droit d'y avoir des personnages de voleuses un peu loseuses, pourquoi pas. Mais c'est vrai que moi j'ai eu ce ressenti on nous montre une voleuse un peu loseuse. Effectivement, comme le dit Schrodi, bah, elles ont pas une thune, c'est que elle réussit pas ultra bien son taf de voleuse. Mais moi, j'ai quand même souvenir de pas mal de scènes descriptives où on nous raconte ouah, comme elle est trop forte, quoi. Donc c'est peut-être ça qui était en trop, je sais pas. Voilà. Qu'est-ce J'ai que bien vous avez aimé. pensé? Vous avez bien aimé Mériver? Oui, oui. J'ai bien aimé Mériver. J'ai trouvé assez chouquette et tout, j'aime bien. Elle était gentille, mais c'est peut-être ça d'ailleurs. Son problème, c'est qu'elle est gentille. Voilà, je l'ai trouvée plutôt chouette dans sa façon de s'inquiéter de ses sœurs aussi. Mm. De supporter Tristabel. Mina, il faut quand même se la supporter, Tristabel. C'est ok, elle est rigolote, elle est super fun comme personnage. Moi, c'est ma sœur, je pense que je la fais dehors depuis un moment. Ouais, voilà. Donc, non, moi, j'ai beaucoup aimé Mériver. Après, pour continuer à ne pas la défendre, elle s'inquiète beaucoup de ses sœurs, c'est sûr, et on voit qu'elle est vraiment très attachée à elle, et c'est vrai qu'elle a un peu ce rôle de la sœur la plus famille, quoi. Mais mine de rien, elle s'inquiète beaucoup de ses sœurs, mais de façon très unilatérale, enfin sans s'intéresser beaucoup à elle. C'est plus, bah ok, je veux que vous alliez bien, mais par contre, je vais pas prendre le temps de vous parler quand même, quoi, parce que il y a un moment, j'ai autre chose à faire, quoi. Bah, c'est un peu la seule à essayer de ramener des sous à la maison aussi. Parce que je pense pas qu'on puisse beaucoup compter sur Tristabel pour ramener quelque chose. Ah, Euh, Tristabel, c'est elle qui a quand même fait vivre tout le foyer avec sa dot pendant des années et des années. Peut-être qu'elle a la Elle a quand même mérite donné tout l'argent qui était destiné à son mariage, qui a permis notamment de payer la peine de prison de Mary la première fois qu'elle a raté son premier cambriolage. Donc bon, elle a quand même un peu donné, Tristabel aussi Puis si oui, Mary, moi elle avait pas tout raté, il y aurait peut-être encore de l'argent en plus. je pense que Tristabel, quand elle va dans les bals et des trucs comme ça, c'est pour, à mon avis, c'est pas juste parce qu'elle a envie de voir des beaux garçons. Je pense qu'elle y va pour récupérer de la thune. Enfin, moi, je l'ai un Ouais, peu moi vu comme aussi. ça, en tout cas. Moi aussi, Je sais pour pas, moi. j'ai l'impression qu'elle est allée pour se trouver un mari friqué. Bah ouais, Bah, mais ouais. C'est la même chose. c'est un peu la même chose. Hein. Elle y va, oui. Je pense elle y va pas parce que elle cherche l'amour. Elle y va parce que Hmm. c'est sa façon à elle de récupérer de la thune pour sa famille. Ouais. Ouais, je pense aussi. Maxime dit, elle a donné de son corps en plus aussi, non effectivement, elle est. Ouais, elle fait pas les choses à moitié, Tristabel, quoi. Elle est. Elle a peut-être un peu plus de réussite que Mériver, hein. Bon, après, peut-être que le prochain tome, on nous montrera les looses de Tristabel, hein, donc Ouais. Ouais. effectivement, c'est ce qu'ils disent nos deux acolytes du chat, c'est que effectivement là, l'histoire qu'on nous présente, c'est l'histoire où elle lose. Bon, elle a pas l'air d'avoir beaucoup réussi aux autres moments, mais voilà. Je l'aime bien, elle est gentille. Non mais oui, elle est gentille. Après, oui, il a dit, ouais, moi je viens de finir les maîtres enlumineurs, c'est quand même pas le même niveau, Cynthia et Mary, ouais, je suis bien d'accord. Effectivement, Cynthia, elle est quand même grave plus dégourdie que Mary, hein, il n'y a pas y a pas photo. Hein. Et si jamais vous n'avez pas lu les maîtres enlumineurs, n'hésitez pas, c'est un très bon bouquin. C'est aussi une reco qu'on peut vous faire. Mais Et tous les personnages un peu dans ce type-là sont plus débrouillards. Tu vois, Vin dans Mistborn, elle est plus débrouillarde que Mary. ouais.
On a rarement. Après, c'est intéressant aussi, hein, on a rarement des personnages euh, aussi nuls. J'exagère. C'est pas gentil. Elle est pas non plus. C'est pas non plus une pure catastrophe à 100%. Mais bon, euh, peu de réussite et beaucoup d'échecs, quoi. Parce qu'elle avait un boulot avant quand même, puisqu'elle était serveuse dans le bar. Et oui, mais elle était nulle aussi, elle était serveuse. Et nulle là aussi. Elle cause la mort de sa pote aussi quand même. N'oublions pas, hein, parce que elle est tellement loseuse qu'elle a sa pote qui vient essayer de la sauver et qui du coup se fait avoir à sa place. Hein. Ah, la pote, elle est bien pour aller sauver Tristabel avec elle. Et pour Voilà. l'aider. Ouais. Elle est venue pour l'aider. Parce que c'est vrai que Tristabel a grave besoin d'être sauvée. C'est le fameux moment où elle est en mode mais il est où mon bain? Oh ah, le décalage est tellement magnifique. Du coup, Willa qui dit en fait Tristabel exagère peut-être pas quand elle la traite de nulle. Effectivement. C'est Ouais. clair. Elle est nulle. On l'aime bien, mais elle est nulle, quoi. Bon, Mais elle voilà. est gentille. Elle est super chouette. Elle est gentille. Voilà. Et maintenant, elle va avoir son histoire d'amour avec. Avec Ah non, son- ça par contre, j'espère que non, Deux, pitié, là. pas ça. Qu'est-ce qu'on Oh a non, fait ils ont l'air sur- tellement niaiseux les deux là. Oh, pitié. Je parie sur Thomas, son copain, que j'ai fait un post-it avec son nom. Thomas, c'est qui Thomas? Le gars qui travaille, qui est forgeron. Ah oui, Oui. elle va chez son patron. Mais on le voit? Parce que elle Oui, va on chez le son voit patron. parce que il enlève il creuse dans le cimetière pour elle Ah oui, au début. au début, ouais. Voilà. D'ailleurs, il reluque un peu trop Tristabel aussi. Ouais, d'ailleurs, ça la saoule, la pauvre Mary. Elle se sent un peu. Mais d'ailleurs, ça m'a fait marrer. C'est que du coup, le jeune héritier dont j'ai oublié le prénom, lui, il Blaise. kiffe plus. Moi, j'ai Blaise, noté voilà, celui-là. Blaise. Il kiffe Oui, vachement parce que plus c'est Mary que Tristabel. Et genre, tu sens que Tristabel, elle a pas l'habitude, quoi. Ça la saoule. C'est trop drôle. Genre, elle y met tous ses atouts, mais ça ne marche pas. Elle comprend pas ce qui se passe. J'aime bien. Blaise, j'ai pas décidé, moi, si je l'aimais bien ou pas. Blaise, Non, mais il c'est est Thomas. niais. J'ai trouvé trop niais, moi. Pff. Ouais, il est gentil. Mais Mais dans mes souvenirs, il se donne un peu un air de bad boy, non? Il a un peu un Mais côté. oui, en Parce plus, qu'il a la ouais. cape. Ouais. Non, mais il est un Mais peu ouais, mais genre, parce qu'en plus, il a été élevé par les vampires et tout, machin, là. Il a fait la formation d'assassin, lui. Attention. il a l'air un peu moins nul que River. Hein. Oh, bah, au moins, Mériver, elle a tué quelqu'un, elle. Elle a pas fait exprès. Elle a pas fait exprès, mais au moins, elle a réussi. Voilà. Lui, je sais pas si en vrai, on le voit tuer quelqu'un. Je sais crois Bah, lui, pas, je hein. pense qu'il était sur le point de tuer le vieux papy, là, mais il y a Meriver qui le tue avant. Ouais. Et après, on le voit pas, mais on le voit pas non plus avoir d'échecs, quoi. Il a l'air, moi je trouve qu'il a quand même l'air plus doué que Meriver. Mais Ouais, je suis pas sûre. Je sais pas, Ça ouais, peut pareil. être un peu de loser, en fait. je sais pas, moi lui j'ai pas décidé encore. Je trouve qu'on le voit pas assez. Effectivement, là il nous est présenté un peu insupportable parce qu'il est là un peu émo, genre allez laissez-moi vivre. J'ai eu une vie difficile, ok. Après il a effectivement pas l'air d'avoir eu une vie Oui. facile, hein, donc. Ouais, mais tu vois, il est dark et mystérieux, et en fait, il a un cœur d'or, et il va tomber amoureux de Mériver. Et moi, là, vraiment, j'ai trouvé que c'était too much. Ouais. J'ai trouvé niais, en fait. Ça m'a. Bon, j'ai trouvé ça rigolo. Vraiment, j'étais de très bonne humeur dans ce livre. J'ai tout y passé, quoi. Mais vraiment, pas de soucis. Non, mais Ouais, j'ai trouvé ça rigolo quand même. Hein. Je trouvais ça tellement cliché enfin, et ça allait très bien dans l'ambiance en fait. Du coup, ce mec dark et mystérieux qui tombe amoureux de Mary et du coup Tristabel qui est en mode ah non mais attends vas-y je lui montre mes seins et tout regarde-moi mais pourquoi il regarde Mary c'est quand même tellement drôle. Mais je pense que ça, en plus, il y a peut-être moyen. Là, voilà, il arrive, c'est un peu effectivement, un peu un cliché avec cette espèce de romance un peu cliché. Mais vu que un peu tout le livre, c'est des clichés qui sont détournés, je me dis que ça, il y a moyen
si on les revoit en périphérie dans les prochains tomes, que quand ça sera plus le sujet principal, qu'on ait pareil, peut-être un détournement du cliché et que ça devienne plus intéressant. Peut-être que Mary va devenir douée, hein. Tu sais pas. Peut-être qu'il va lui donner des cours, un petit cours particulier. Il va lui apprendre à s'introduire. Ça va pas plaire à Monsieur Nix, attention. Voilà, qu'est-ce que autre sujet d'autres sujets dont on veut parler? Moi, je trouve que le passage dans la méduse de la méduse, c'était vraiment nul. Je pense qu'on n'a pas fait les passages les plus nuls parce que vous avez tout aimé, mais moi, j'ai pas tout aimé, j'ai mis juste un sourire, ok. Et le passage de la méduse, pour moi, c'est vraiment un exemple typique de je veux montrer mon univers parce que mon univers est cool. Et du coup, pendant cette espèce de fuite de mes personnages, bah, je vais vous montrer un peu tous les quartiers qui sont très intéressants parce que chaque quartier est lié à un cliché de créature nocturne, dark, un peu détourné, et donc à chaque fois avec des trucs intéressants à chaque endroit. Mais j'avoue que le passage de la méduse, moi, c'était la goutte de too much, de vraiment... Là, ça servait vraiment à rien, quoi. Enfin, c'est juste... Tiens, Moi, on j'ai est trop tombé aimé. sur la méduse. Salut, je suis une méduse. Ok, cool. Et après, on s'en va. Mais non, moi j'ai trouvé ça trop bien, quoi. J'ai adoré ce moment. J'ai adoré le personnage de la Méduse, où genre du coup t'apprends tout leur background là à ces filles qui du coup qui du coup sont obligées de disparaître du monde et qui sont seules et qui sont tristes. Et genre elles ont un jardin magnifique et tout et elles statuifient tout le monde et c'est tellement triste et c'est tellement shakespearien leur destin. Mais j'ai trop aimé le passage, quoi. J'ai adoré le petit cocon le petit écrin du jardin et tout. Je trouvais ça tellement bien écrit, tellement joli. J'ai trop aimé. Ouais. Moi, j'ai trouvé que en tant que lore, que tu vois, que passage de background, de l'univers et de machin, c'est effectivement intéressant et très beau et tout comme tu dis. Mais par contre, j'ai trouvé que ça s'intégrait pas dans ce livre-là et que ça va donner l'impression d'être forcé dans le truc, quoi. Genre, qu'il a pris la pince, il a dit allez, là, j'ai ce morceau de l'or là sur les méduses, j'ai pas pu les mettre nulle part parce que là, on a déjà les vampires contre les quoi? Les nécromanciens avec des morts vivants et des machins. Mais moi, j'ai aussi mes petites méduses, elles sont sympas. Allez, c'est intéressant, je vous le mets. Genre, tu sais, comme quand t'es chez le boucher et qui te dit vous reprendrez bien une tranche de pâté. Enfin, t'es là, bah là, non, la prochaine fois, quoi. Quand j'aurai envie de manger du pâté, tu mettras moyen comme métaphore, hein, mais j'ai pas trouvé mieux là sous le. C'était très visuel. Moi, j'ai bien aimé le passage. Du coup, c'est comme Nympha, j'ai trouvé ça très très chouette. Ça m'a plu. En plus, ça leur permet aussi de se débarrasser des vampires qui sont derrière et de passer à un autre quartier. Ça passait plutôt bien. Ça durait pas non plus en 7 ans, quoi. Je veux dire, en 2 pages, c'était fini, quoi. Donc, Ouais, puis Oui, ça fait oui, une non, mais petite c'était juste. respiration et tout. Ouais. Ça fait du background en plus, hein. Moi, j'ai vachement aimé. Ok, bah c'est juste moi qui pas aimé alors. Ouais, c'était voilà, j'ai trouvé qu'il y avait déjà pas mal de bah, toute cette fuite, c'était déjà un bon prétexte pour faire du background de la ville à répétition. Globalement, c'est un peu ça. Toute la fuite, c'est un nouveau quartier, un nouveau passage de background, un nouveau quartier, un nouveau passage de background. J'ai trouvé que moi, celui-là, c'était la goutte de trop qui m'a fait me dire bon, là, hein, voilà, hein, ça suffit. Mais Voilà. je suis re-rentré. Oh, il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi! C'est Duncan au Wouhou. citron, car. Oh, Duncan au citron, c'est cœur, cœur, cœur. Très bien. Ah bah merci. Quelqu'un de bon goût. Et effectivement, Duncan au citron, il m'avait dit que, en fait, il avait exactement les mêmes réticences que toi, John, sur le bouquin, que, en fait, il avait trouvé l'univers hyper cool, mais que
mais que l'histoire en elle-même, il y avait des trucs, c'était quand même vraiment pas terrible. Enfin, pas terrible, mais que c'était un peu facile par rapport au reste. Anecdotique, quoi, ouais. Je suis très content. Ça m'a complètement coupé dans ma tirade, mais je suis très content. Voilà, ça renforce un peu le manque d'histoire. Tout à fait. Ça renforce le point fort, le background et l'univers et l'écriture, et le point faible, manque d'histoire. Mais c'est pas grave, c'était quand même très bien. Voilà, je le reprécise à chaque fois parce que je râle beaucoup. On a l'impression que j'ai pas aimé, mais j'ai beaucoup aimé. Juste, je pointe les défauts et comme en plus vous êtes toutes les deux avec les cœurs, je suis obligé de de prendre le rôle du négatif. Tu fais le gros méchant. Voilà, ça me fait vraiment énormément de peine. J'ai horreur de ça, j'ai horreur de critiquer les choses. C'est pas ton genre. C'est pas mon genre. Oui, la prochaine fois, on se débarrasse de lui, on met Coco à la place. Peut-être il y aura que des cœurs sur Meute. Venez lire Meute avec nous. Il y a un gros suspense. J'essaierai de le premier dans le chat. Du coup, je pense qu'on a fait à peu près le tour, non? Même si trop de positifs, trop tue le positif qu'on nous dit sur le chat. Bah oui, voilà. Alors que si on remonte le chat, juste au-dessus, il disait qu'il nous trouvait un peu sévères. Donc quand même, il faudrait savoir, quoi. Oui, moi j'ai lu le magasin des suicides. Pas moi. Pas moi. Ouais. Ah, c'est très cool. Enfin non, c'est pas cool. C'est un magasin qui vend des articles pour aider les gens à se suicider. Ah oui. Alors cool, c'est peut-être pas le mot, ouais, mais c'est vrai qu'il y a ce petit côté décalé, c'est très drôle. Voilà, c'est un livre drôle, quoi. Qui dédramatise. Alors pas le suicide en lui-même, mais plutôt la mort en fait. Et du coup, il y a ce petit côté très très décalé avec cette famille qui vend des articles pour aider les gens à se suicider. Voilà, ça peut y faire un petit peu penser. Du coup, tu m'as bien vendu le bouquin. Peut-être que j'essaierai de le lire. En plus, c'est vraiment très court, ça se lit très vite. Je crois qu'il y a eu une adaptation, mais je ne sais pas si c'est en film ou en dessin animé, que j'ai pas vu de toute manière, donc voilà. Ça, je ne pourrais pas vous le conseiller. Mais le livre, allez-y. Ok. Mais en attendant, on va déjà lire la suite des Sœurs Carmine aussi. Voilà, il y a quand même déjà... Je pense que... Pour moi, la grande question, c'est est-ce que j'attends le prochain salon pour l'acheter directement parce qu'en fait, la plupart des livres français que je lis, je les achète sur les salons, en fait, en ce moment. De toute façon, j'ai un stock qui déborde. Du coup, en général, j'attends les salons pour les acheter directement sur place. Là, la question, c'est est-ce que je vais attendre ou est-ce que je vais l'acheter avant? Pour moi, c'est plus ça le débat que est-ce que je le lirai un jour. Moi c'est pareil. Discuter avec des gens en plus. Voilà. Je voulais dire à ma médiathèque de les acheter en fait. Parce que du coup, vu que je n'ai pas acheté le tome 1 puisque tu me l'as prêté, ouais, c'est vrai. Je me dis que je pourrais les emprunter à la médiathèque, mais ils ne l'ont pas. Et donc du coup, il faut que je leur dise de l'acheter. Voilà. Et comme ça, la prochaine fois que tu iras sur un salon, tu pourras acheter d'autres livres à Ariel Holz. Exactement. Surtout qu'en plus, j'ai lu de lui La princesse au visage de nuit, que je vous avais recommandé, je sais pas si c'était la fois dernière ou la fois d'encore avant, mais j'avais aussi énormément aimé sa plume dans La princesse au visage de nuit. C'est beaucoup moins original, c'est beaucoup moins décalé, mais c'est toujours très très bien écrit. On a Coco qui recommandait Bépocalypse aussi, il me semble, de Ariel Holz aussi. Ou pareil, j'ai l'impression qu'à chaque fois c'est pareil, c'est beaucoup la plume en tout cas qui est très vantée. Et je me demande si Tissel elle en a pas lu un aussi, mais ou si elle l'a juste acheté mais pas lu encore. Ouais, je crois que Pénombre, je crois que c'était Pénombre, ouais. Je suis pas sûr qu'elle l'ait lu encore. Je me souviens plus.
Et du coup, Willa dit qu'elle a été un peu moins séduite par les autres qu'elle a lus, mais elle n'a pas lu La princesse au visage de nuit, mais elle en a lu d'autres qui lui ont moins plu parce que moins irrévérencieux. Lesquels? Lesquels? Oui, Oui, là, lesquels? non. Elle recommande L'âme vive. Ah, L'âme vive, je crois que c'est le marque-page que j'avais dans mon livre, et ça m'a beaucoup intrigué, rien qu'avec l'image du marque-page. Mais c'était une image un peu du même genre que la couverture des Sœurs Carmine. Le voilà, ton Voilà. marque-page. Ah oui, mon marque-page. On est d'accord, c'est L'âme vive. Hein. C'est L'âme vive, ouais. Attends. Ouais. Et bah, moi, cette image, à chaque fois que j'ouvrais mon livre, j'étais genre, ah ouais, j'ai bien envie de lire ça aussi. Ah, mais moi j'avais l'impression que c'était Mary et du coup, je me suis servi de ton marque-page, mais j'étais persuadée que c'était Mary, j'ai même pas capté que c'était un autre bouquin. Ouais, bah c'est ça, c'est vraiment ça donne vraiment la même ambiance du coup. Mm. Mais peut-être qu'ils sont un peu plus doués que Mary. Peut-être. Et du coup, Willa, elle nous parle de Bépocalypse et de Temps mort. Et Temps mort l'a un peu déçu. Ok. Moi, vraiment, La princesse au visage de nuit, alors c'est totalement différent et c'est pas du tout drôle. Enfin, c'est pas du tout d'humour noir, c'est pas du tout drôle, mais il y a plein de petites références shakespeariennes, alors j'ai adoré. Et puis, c'est vraiment le cliché du young adulte, mais du coup bien écrit, quoi. Parce que c'est une fille qui va se retrouver dans un combat avec d'autres filles pour devenir la reine. Enfin, du coup, c'est cool, quoi. Il y a des reines mystérieuses, il y a des fées, il y a des... du coup, on est dans l'univers des fées, mais à un moment où on peut passer dans un autre univers et tout. Enfin, c'est très, très cool. Ok. Mais c'est pas du tout aussi drôle que les Sœurs Carmine. Et à choisir entre les deux, j'ai préféré les Sœurs Carmine. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour, ouais. C'était cool. Oui. Non, c'était très cool. La conclusion. En conclusion, c'est quand même un livre très très cool. Voilà. Et du coup, qui se lit en plus de toute façon très vite. Hein. C'est Encore ça, une fois, on super. est sur des petits formats, donc c'est très addictif. Le format est très sympa aussi en plus aux éditions avec des petits dessins du journal de Dolorine. J'ai trouvé ça très mignon. En plus, voilà, c'est très sympa à lire du coup. Et la couverture, moi je trouve que les couvertures sont très très réussies. Oui, avec ces petits dessins. Ouais. Dolorine. Ouais. La couverture est jolie, c'est Melchior Ascaride, ouais. Voilà, et en général c'est quand même plutôt très cool, Melchior Ascaride. Quoi. Ouais. Et mais du coup, il a gagné le prix Imaginel Jeunesse 2018 aussi, ce bouquin. Donc, il n'y a pas que nous qui l'avons aimé. Oui, voilà. Bah, du coup, je pense que ça va être un peu le mot de la fin. On va vous remercier tous de nous avoir suivis, d'avoir papoté avec nous sur le chat, éventuellement de nous avoir regardé en replay si vous nous regardez en replay sur YouTube. On vous fait des très très gros bisous. N'hésitez pas à venir sur le forum de la garde pour parler des Sœurs Carmine, parce que on va lui faire un petit topic rien que pour lui. Et de venir parler de toutes vos autres lectures sur le forum. Évidemment, retrouvez-nous toutes les semaines pour nos Twitch sur House of the Dragon. Retrouvez-nous aussi sur le blog de la garde de nuit pour plein d'articles autour de House of the Dragon. Retrouvez-nous sur le wiki de la garde de nuit, où vous aurez des milliers d'articles pour tout apprendre sur l'univers du Trône de Fer. Faites attention à ne pas vous spoiler House of the Dragon. Mais on a tout bien fait le wiki pour pas que vous spoiliez. Allez juste avoir un arbre généalogique des Targaryens, quoi. Ouais, ça. Mais ça, vous avez ce genre de ressources simplifiées sur le blog et tout pour pas vous spoiler. On a tout fait bien, donc voilà.
Euh, Le blog en a publié samedi dernier aussi un article de recommandation littéraire. Si ça vous intéresse, vous pouvez trouver des bonnes idées de lecture. ouais. Et puis voilà, et puis abonnez-vous à la garde de nuit sur tous les formats que vous voulez, réseaux sociaux, sur Twitch, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur Insta. Et puis faites-nous des petits cœurs partout, laissez-nous sur les commentaires du replay YouTube un petit smiley chat pour nous dire à quel point vous avez aimé, en hommage à Marie le chat que j'aime tant. Et puis on vous dit du coup à très vite donc pour House of the Dragon, puis le jeudi 13 pour parler de Meute sur les manuscrits du Maître Aemon. Sans John le Grognon, promis. Coco va avoir du travail. Hein. Je vais le briefer. À très vite et puis des gros bisous. Merci, salut.